Et de pouvoir échanger sur le développement des pratiques outdoor dans les espaces urbains, non spécifiquement aménagés pour la pratique. Et puis on s'intéressera tout particulièrement aux formes d'organisation et aux modalités de pratique qu'on peut développer dans ces espaces. On a vu ce matin que les citadins, les personnes qui habitaient en ville, étaient friands d'activités outdoor proches de leur lieu de vie. Donc l'idée aujourd'hui, dans cet atelier, c'est de s'interroger sur quelle forme de pratique on peut leur proposer, comment les inciter à pratiquer au quotidien ou assez régulièrement. On va s'interroger sur quelle articulation, quel partenariat on peut trouver entre les différents acteurs qui s'occupent de développer les pratiques outdoor urbaines, donc notamment les collectivités et puis le mouvement sportif, les clubs sportifs. Donc pour alimenter ces échanges, deux présentations vont vous être proposées aujourd'hui. La première présentation d'expérience sera l'organisation du Lyon Kayak par le CECALOM, le canoë-kayak Lyon-Oulins-La Mulatière. Donc Joël Doux et Yves Masson, respectivement, président et administrateur du club, vont vous présenter cette manifestation. Dans quel contexte elle s'est organisée, dans quel contexte avec la collectivité également elle a pu se mettre en œuvre, quel type de public ça permet à ce club de toucher. On a beaucoup parlé de la pratique autonome ce matin, on va voir au travers de ces expériences ce qu'il en est. Et également, ils nous expliqueront comment cette offre peut avoir un impact sur la vie du club et sur l'offre que le club est en mesure de proposer aux pratiquants. Donc Joël Doux et Yves Masson pourront également utilement mettre à contribution leur expérience professionnelle, puisque Joël est éditeur de magazine outdoor, donc il connaît bien ces problématiques, et Yves Masson est chargé de mission auprès de la présidence de la Compagnie nationale du Rhône, Compagnie nationale du Rhône qui est elle-même mécène ou partenaire de nombreuses manifestations et aménagements outdoor sur le Rhône. Ensuite, on aura une deuxième expérience qui nous sera présentée par Natacha Simala, qui travaille au service des sports de la ville de Lyon, et Jérôme Villon, qui est le directeur de la Ligue régionale d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes. Ils nous présenteront tous les deux la mise en place de l'application en format Lyon. Donc, après une première expérience qui sera plutôt tournée autour de l'événementiel et de l'impact que ça peut avoir sur le club, sur l'offre de pratique, etc. On s'intéressera là plus particulièrement à une autre forme d'organisation qu'on peut proposer au travers d'un outil numérique, et pas que, on verra, pour inciter les gens, pour leur proposer une offre de pratique à proximité de leur lieu de vie, tout en les encourageant à s'inscrire dans la durée dans une pratique durable. Sur l'organisation de l'atelier, donc vous l'aurez compris, ça va se passer en deux temps. Une première expérience d'environ 20 minutes de présentation, puis un échange avec la salle, et puis un deuxième temps donc avec la présentation d'Enforma Lyon, de nouveau 20 minutes de présentation plus ou moins, et puis des échanges avec la salle. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Joël Doux et Yves Masson. Peut-être juste avant, on va commencer par vous projeter une petite vidéo pour vous présenter un petit peu la manifestation.
a émergé la Lyon Kayak. En fait, historiquement, depuis presque 50 ans, il y avait une course automnale qui était la traversée de Lyon, qui réunissait à peu près entre 150 et 200 personnes, des gens licenciés qui faisaient une compétition ensemble, avec très peu de moyens, de manière complètement light et avec pas mal de bénévoles. Et il y a quelques années, la ville de Lyon s'est lancée dans un grand plan de rénovation urbaine avec la métropole. Et il s'agissait de redonner les berges du Rhône et de la Saône aux riverains, puisqu'avant c'était plutôt des parkings, des endroits abandonnés. Donc aujourd'hui, c'est des magnifiques promenades. Et on va dire la phase ultime de cette reconquête des berges, comme on le voit sur les bords, les promenades pour les gens, c'était de faire un événementiel pour refaire venir les gens sur l'eau. Les gens étaient allés sur le bord, et c'était de dire comment les gens vont pouvoir revenir sur l'eau et renouer avec l'histoire historique de Lyon qui s'est développée économiquement et culturellement grâce aux deux fleuves, enfin le Rhône et la Saône. Donc il y a eu, au moment de l'inauguration de ces berges du Rhône, le club a été sollicité pour faire profiter des 200 personnes en canoë, faire la déambulation d'inauguration de ces rives de Saône sur à peu près 15 km, et ça traverse un peu la métropole. Et donc, suite à ça, on ne pensait pas que ça allait aussi bien marcher. Et du coup, la course historique de la traversée de Lyon, on s'est dit, si on l'organisait d'une manière ouverte au grand public, comme un trail, en fait, sur les modèles du trail, inscription en ligne. Et du coup, on a tout de suite eu un écho très positif des collectivités qui ont dit, voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Nous, on veut mettre les gens dehors, on veut les mettre sur l'eau, on veut le faire découvrir, qu'il y ait une compétition pour les champions, pour les licenciés, c'est très bien, mais l'objectif, c'est de faire venir le grand public sur l'eau. Et donc, du coup, quand je parle d'une convergence, c'est que simplement, on a eu la convergence, on va dire, d'une petite organisation historique, d'un club support, d'un projet de rénovation urbanistique, voilà. Et puis d'un besoin, on va dire, d'une volonté politique, de retour à la nature, et puis de raconter une histoire, puisque cet événement raconte une histoire. On part, si vous voulez, du nord de Lyon, dans les Monts d'Or, qui reste un territoire encore rural. On arrive dans la partie historique de Lyon qui est classée à l'UNESCO, donc c'est une visite historique très jolie sous Fourvière, et on termine dans l'hypermodernité d'un nouveau quartier de Lyon et de la métropole. Donc c'était raconter une histoire, et donc voilà, sur lequel je souhaiterais insister, c'est que en gros, il faut une convergence de différents facteurs pour faire émerger un événement et être en phase avec une collectivité, puis en phase aussi avec un partenaire, parce que la collectivité n'allait pas tout financer, c'est de trouver un partenaire qui a un intérêt par rapport à ses activités industrielles de refaire un signal positif sur les sports nautiques. Oui, ce qu'on a vu, ce qui est apparu très rapidement dans le succès de l'opération, c'est les outils aussi qu'on a pu mettre en place, notamment l'inscription en ligne dont parlait Yves. Ça paraît évidemment complètement banal aujourd'hui, mais il y a 7-8 ans, c'était pas encore le cas. C'était une petite dizaine d'années maintenant. C'était pas encore vraiment le cas, et on a permis tout simplement aux participants de s'inscrire et surtout de trouver du matériel, puisque la contrainte numéro 1 en canoë, vous en doutez, c'est de trouver du matériel. Donc on est passé très rapidement d'une activité qui n'était proposée qu'à des pratiquants réguliers, équipés et la plupart du temps licenciés, à une offre qui se tournait directement vers un grand public qui, lui, n'avait presque jamais pagayé, ou beaucoup n'ont jamais pagayé, et a fortiori, bien évidemment, n'ont pas de matériel. Donc c'est toute une opération aussi de logistique pour leur proposer du matériel, qu'ils le réservent en ligne très rapidement, et que nous, on soit capable d'acheminer évidemment ce matériel qui bien souvent vient des loueurs d'Ardèche ou de plus près, des loueurs de l'Ain par exemple, ou même du Jura. Et donc on est dans une situation aujourd'hui où on est capable de proposer près de 1000 canoës en location. Un peu moins, j'exagère un petit peu, c'est 800 cette année. Donc on est arrivé assez rapidement à une progression des participants, et on est arrivé à 2200, un peu plus de 2200 participants cette année en 2019. Voilà. Donc 90% de non licenciés, c'est-à-dire peut-être même plus.
Oui, on est effectivement face à cette progression-là. Et un autre phénomène intéressant dans la progression des participants, c'est que non seulement aujourd'hui on arrive à proposer à ceux qui n'ont pas de matériel, mais on arrive à agréger aussi tout un tas de participants, toute une population qui, elle, s'est munie, procurée du matériel entre-temps, puisque les sports de pagaie sont aussi en plein développement avec le stand-up paddle, le canoë gonflable, etc. Et bien tous ces gens-là viennent s'agréger à cette population et participent, sont heureux de participer. Et au départ, ils nous demandaient très gentiment, est-ce que je peux participer? Je ne suis pas licencié, est-ce que je peux venir? Et là aussi, c'est une évolution des mœurs des sports de pagaie, puisque en 10 ans, on touche une population tout à fait nouvelle, et chaque année, cette population grandit. Bon, je pense que Joël a bien expliqué. Donc, de nouveaux publics, de toute façon, c'était la commande de la collectivité et la commande du partenaire. C'est-à-dire que c'était de faire découvrir et de reconnecter les gens à l'eau et au fleuve. De nouvelles attentes, effectivement, avec le réchauffement climatique, avec, on va dire, la réappropriation de l'écologie, de l'environnement, on avait une grosse attente du public. On a été souvent submergé par les demandes et qu'on est quand même bloqué par notre capacité logistique à mobiliser des canoës. L'impact sur la vie des clubs, en fait, ça modifie, Joël en parlera peut-être un peu plus, mais sur les gens en fait, qui reconnectent sur le club. Ça nous amène à un nouveau public très orienté loisirs. Voilà. Et donc, ça modifie, on va dire, un petit peu le centre de gravité, la géométrie du club, dans la mesure où les arbitrages se font aussi en fonction des nouveaux matériels, des nouveaux pratiquants qui ne sont pas forcément sur de la pratique très assidue ou de la pratique en compétition. Et bien sûr, ça a des incidences aussi sur le cadre et les managements des cadres. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir des gens en CDI ou en CDD, et on passe beaucoup plus d'énergie aujourd'hui, avec plus de succès, à monter des contrats plutôt de prestataires de services pour avoir les cadres dont on a besoin au bon moment, en fonction des nouvelles attentes très particulières qu'on découvre des publics. Oui, je crois que c'est un des sujets que tu vas aborder plus tard, Quentin. On a effectivement observé une évolution de la population qui vient fréquenter le club. On accueille toujours des enfants, on accueille toujours des athlètes, on développe une activité de club, je dirais, traditionnelle du mouvement sportif, mais on est aussi tourné maintenant vers une offre plus grand public de location. Alors nous, on a développé une petite marque qu'on appelle Lyon Canoë, donc ça fait un pendant. Et donc, on a une offre qui s'est tournée vers ce type de pratique. Donc, je viens à la journée, au forfait ou à un certain nombre de séances. Donc, c'est des gens qui, la plupart du temps, finissent par adhérer au club, mais ce n'est pas le premier mouvement, ce n'est pas la première offre qu'on a tournée vers eux. Donc, on voulait aussi parler aussi du modèle sur lequel on avait travaillé, parce que donc, Yves en a parlé, on a un partenaire principal, vous l'avez compris, c'est la Compagnie nationale du Rhône, qui a effectivement bien accompagné ce développement. On a réussi aussi à agréger d'autres partenaires qui viennent s'additionner et compléter le dispositif partenarial. On est aussi sur un montage, comme l'a dit Yves, qui correspond d'assez près aux autres activités outdoor, notamment le trail running. On a développé une ambiance, on a un DJ, on a des speakers qu'on a piqués au trail, d'ailleurs, on ne s'est pas embêté. Et on a développé effectivement toute une ambiance qui fait qu'aujourd'hui, cette épreuve est devenue visible. Et donc, on commence à faire pas mal de bruit, donc c'est audible aussi sur Lyon, mais aussi ça permet de la lisibilité à notre club, puisqu'on apparaît par rapport à la métropole et à la ville comme des interlocuteurs crédibles qui réussissent quelque chose, et puis qui montrent le sport de pagaie, puisque cette activité-là, en général, est plutôt en déficit d'image et de notoriété par rapport à ce qui se passe par rapport aux autres sports. En fait, la question souvent de Joël, c'est comment on peut progresser encore plus. Et donc, cette année, comme ça, un petit peu à la dernière minute, il y a eu une labellisation Clean Day Week. Et l'idée, c'était que les gens ramassent des plastiques lors de la manifestation. Bon, on se dit, on va le faire, ça n'a peut-être pas forcément bien marché, on va faire une tentative. Et en fait, les gens, non seulement ont ramené des bouteilles plastiques, tout un tas de déchets qui peuvent flotter sur l'eau, mais on a eu aussi des trottinettes, des vélos, des choses comme ça. Donc, on s'est dit, en fait, c'était une attente qu'on avait mal mesurée.
Et en fait, ça a été une petite valeur en plus à l'événement que nous-mêmes, dans notre petit logiciel de kayakiste, on n'aurait pas forcément imaginé, quoi. Oui, on a eu cette idée en voyant le plugging. Hein, vous avez certainement entendu parler de ça. Ça s'est développé dans le running, la course à pied. Donc des gens qui courent dans les villes en ramassant. On s'est dit pourquoi pas, on peut essayer en kayak. Et ça a plutôt très très bien marché. Ouais. Donc un petit retour en chiffres, là, ce que ça représente aujourd'hui. Donc 2200 participants. On est évidemment ouvert à tous les publics et on a une forte participation maintenant de publics en situation de handicap. On a des exposants, on a pas mal de visiteurs. Et puis cette opération de déchets, 3200 kilos de déchets ramassés, ça a effectivement bien fonctionné. Et on va évidemment développer cette dimension un petit peu plus tard. Voilà, et puis pour terminer, juste vous dire que c'est un format qui se développe. Donc il y a des membres de la fédération qui sont ici, Benoît est là, et donc il le sait. C'est un format qui effectivement va faire des petits. Il y a des clubs qui sont intéressés par ce type de format. Et donc la fédération va développer aussi avec nous d'autres dates, d'autres propositions sur d'autres villes. Donc on a fait Marseille qui a pas mal débuté en août dernier, et puis on fera Nantes cette année et j'espère bientôt Paris, mais je ne peux pas vous donner de date. Très bien, merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Je sais que le début après le repas est toujours un petit peu difficile. Oui. Bonjour, donc David de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une petite question, les activités au-delà du kayak, stand-up paddle, tout ça, c'est arrivé dès le début ou c'est arrivé vraiment très récemment au niveau des activités proposées ? On a ouvert aussi l'événement à l'Aviron, on ne voit peut-être pas beaucoup sur les images. Ça s'est arrivé assez naturellement avec le développement de l'activité. C'est-à-dire que dès lors qu'on a ouvert à la location du matériel de kayak, alors c'est vrai qu'au départ on n'ouvrait pas de paddle, hein, on le fait maintenant. Dès lors qu'on a... Je pense que c'est aussi une question de communication. Les codes qu'on a utilisés, la manière dont on a communiqué vers les gens, ce public-là a compris que c'était ouvert à tous. Et nous, on a vraiment joué ce jeu-là. Donc, il existait autrefois à Lyon une course de baignoire, donc on n'ira pas jusque-là. Mais évidemment, l'idée, c'est de réunir le plus de public possible autour de ce qui se propulse à la rame ou à la pagaie. Donc debout, assis, en avant ou en arrière, on a pas mal de bateaux d'aviron. Et il y a un projet qui n'a pas pu voir le jour cette année, qui n'est pas complètement conduit directement par nous, mais qui consiste, donc le comité régional d'aviron souhaite développer une grande course d'aviron en bateau long, en bateau de 8, une course internationale qui n'a pas pu avoir lieu en 2019, mais qui verra vraisemblablement le jour en 2020, donc qui se positionnerait au sein de notre week-end. Ah oui, ça serait en même temps, ce serait pas en plus, ce serait pas en concurrence, on va dire. Ça serait pas du tout en concurrence, en complément. Et la ville et la métropole ont aussi accompagné cette manière de voir les choses en disant aux gens de l'Aviron, si vous souhaitez développer un événement aviron, nous on souhaite que ce soit en même temps que Lyon Kayak parce que c'est un événement phare et donc on souhaite de gros événements qui vont multiplier les publics plutôt que justement être concurrents, des problèmes de date, etc. Sur des grands événements comme ça, le soutien de la collectivité, elle passe aussi par les services qu'elle peut rendre. Donc, on doit jouer le jeu du calendrier événementiel. Et donc, quand on nous dit c'est telle date parce que le week-end d'avant, il y a telle chose, le week-end après, il y a telle chose, voilà, il faut qu'on joue le jeu complet. Quand je dis qu'il y a une convergence des intérêts de tout le monde, et voilà, il faut que tout le monde puisse se mettre collectivement autour de la table. Et voilà. Et donc, l'attente aussi de la collectivité, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens sur l'eau. Donc que ça soit de l'aviron, du paddle, du dragon boat, ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'un maximum de Lyonnais et de grands Lyonnais puissent se retrouver sur l'eau pour un moment festif. Juste une remarque de complément. Ce qui me paraît intéressant dans votre présentation, c'est que vous parlez d'explosion à un moment donné des sports pagaies, de la pratique des sports pagaies, on va dire libres, si j'ai bien compris. Et ça rejoint un peu ce qui était dit ce matin, c'est que par contre sur le nombre de licenciés dans les clubs de kayak, bon, vous dites que vous avez récupéré un certain nombre de personnes en licenciés maintenant, mais globalement le nombre de licenciés, il me semble que ça baisse ou ça stagne. Donc par rapport à l'explosion de la pratique des sports pagaies, c'est assez représentatif des discussions qu'on a eues ce matin, quoi. C'est qu'il manque ce lien encore entre la pratique libre et les clubs, même si vous, c'est plutôt un bon exemple, mais je ne sais pas s'il y a d'autres clubs en France qui sont, ou dans la région, sans parler de toute la France, mais qui sont un peu sur ce modèle-là.
Sur ce modèle-là, précisément, pas encore, parce qu'on a été les premiers à développer les grands événements, je dirais, participatifs comme ça, mais ça va forcément venir. Et là, en fait, nous, on n'a fait que suivre ce qui se passe, ne serait-ce que dans le trail. Hein, donc, effectivement, alors de là à ce que ça se transforme aussi pour la Fédération française d'athlétisme par des prises d'adhésion permanente, bon, c'est une autre question là aussi. Mais en tout cas, je pense que les événements participatifs comme celui-ci, effectivement, peuvent constituer le chaînon manquant entre le développement de la pratique et puis l'adhésion dans les clubs, ouais, effectivement. Là, on touche un petit peu à une question idéologique, c'est-à-dire que est-ce qu'on pense que le modèle associatif du club tel qu'on le connaît depuis 20 ans, enfin moi je ne suis pas très jeune, hein, on doit à tout prix, d'un point de vue patrimonial, le conserver tel quel, ou il doit progresser en même temps que les nouvelles attentes des gens et de la société. Et donc, qui dit nouvelles attentes, dit nouveaux services, dit nouvelles façons d'adhérer, peut-être pas à plein temps, et que voilà, il faut que chacun fasse son chemin, parce que l'association telle que je l'ai connue quand j'ai adhéré la première fois dans une association sportive, voilà, et ça existe encore, mais pour combien de temps, quoi? Du coup, l'inscription, elle est payante pour les participants. Et du coup, comment est-ce que vous répartissez le budget et comment est-ce que ça se répercute après? Alors, effectivement, elle est payante. C'est une assez bonne question, puisque la première fois que moi j'ai proposé ça à la trésorière du club, le prix d'inscription à ce qui s'appelait encore la traversée de Lyon, je crois me souvenir qu'il était de 3 euros. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un modèle très différent, puisque ça coûte 40 euros à peu près par personne avec la location de kayak, ce qui reste assez en deçà quand même de ce qui se pratique dans le reste des événements participatifs. Et donc, pour répondre à votre question sur le modèle à répartition, bah, nous, aujourd'hui, 30 ou 45% plutôt de l'inscription est dédié à la location de ce bateau, parce que nous, on achète cette prestation aussi auprès des loueurs, puisqu'ils doivent aussi préparer ce matériel, l'acheminer jusqu'à nous, le décharger, le recharger, etc. Là aussi, ça rentre dans le modèle aussi des bénévoles, puisque tout ça, c'est beaucoup de travail. Voilà. Et puis nous, on a un modèle très classique hein, sur la répartition du prix d'inscription. On est comme beaucoup d'autres événements, on a un t-shirt participatif, un repas d'arrivée, on offre aussi dans la prestation une navette, puisque effectivement on évite de faire trop de déplacements automobiles, donc c'est des navettes collectives. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, visiblement, ça participe aussi du succès de l'événement. Ça paraît tout bête, ça paraît tout simple à faire, mais mine de rien, de proposer aux gens de juste s'inscrire, de monter en navette collective jusqu'à un départ, d'y trouver le bateau qu'ils ont réservé sur Internet et de redescendre et d'avoir un repas et un moment de convivialité sympa, bah, c'est certainement ça qui a fait le succès de l'ensemble de l'événement. Et deux petites questions. Le Lyon Kayak Club, tu disais que c'était une marque, c'est-à-dire c'est une marque déposée à l'INPI. Qu'est-ce que vous en avez fait par la suite? Et puis la deuxième question, c'est comment le club, est-ce que le club s'est par la suite organisé pour accueillir des pratiquants qui veulent venir quand ils ont envie et pas forcément de manière régulière? Absolument, oui. Alors d'abord sur la marque, c'est un clin d'œil. Hein. Effectivement, on a évolué dans le kayak, mais on n'en est pas quand même encore à déposer les marques. On n'est pas assez bon quand même pour ça. Non, je parle de marque parce que c'était plutôt pour nous une marque de communication. On avait cet événement et cette marque Lyon Kayak qui consiste à proposer l'événement. Et puis, on ne savait plus comment appeler notre offre location, donc on l'a appelé bêtement Lyon Canoë. Donc voilà, c'est Lyon Canoë Paddle maintenant, puisqu'on propose aussi Paddle. Donc pour ce qui est de la question tu disais par rapport à l'offre dans les clubs, c'est ça, comment est-ce qu'on a tourné ça? Effectivement, c'est ce que disait Yves, on a beaucoup évolué de ce côté-là, puisque la prestation de base est le premier contact avec une personne entrante qui franchit les grilles de la base. C'est effectivement pas de chercher forcément à tout prix à le faire adhérer en tant que membre permanent de l'association, mais déjà lui proposer de découvrir l'activité. C'est tout simplement. Mais concrètement, on a un accueil. Alors là aussi, nous, c'est un modèle un petit peu particulier. On a choisi de le sous-traiter. C'est-à-dire qu'on a une offre de location qui est sous-traitée avec un particulier, une société à qui nous on sous-traite cette partie, qui utilise le matériel et la base de notre club
ponctuellement aussi d'ailleurs nos moniteurs, ça peut arriver qu'on échange un petit peu les journées des moniteurs en fonction des besoins. Et puis ben voilà, donc on a développé ça de manière à ce qu'on puisse répondre immédiatement à cette première demande. Certains viennent d'ailleurs pour préparer à Lyon Kayak. Maintenant, c'est amusant. On accueille aussi, on en parlait tout à l'heure avec Madame. Tout à l'heure, on a même développé une offre pour le Raid Amazon, qui est une épreuve multisport, vous connaissez peut-être, qui propose à un public féminin de participer à des différentes épreuves, dont le canoë. Donc, elles viennent se préparer. Voilà. Et puis sur l'offre classique des licenciés et du reste adhérents, en fait, c'est comme un club normal. On a une école de pagaie, on a une école de sport et un groupe loisir traditionnel. Alors, juste par rapport à votre question, qui était un petit peu aussi, il y a un côté business, c'est-à-dire que aujourd'hui, là, on a eu un constat d'échec au début sur nos prestations de location, d'accompagnement ponctuel. C'est qu'aujourd'hui, on comptait sur des cadres diplômés, des jeunes de canoë-kayak qui disaient c'est très bien, je vais venir à Lyon, je vais faire mon métier normalement, puis en plus, en bonus, je vais faire ces activités estivales de location qui marchent très bien, et économiquement, je vais être au pourcentage, tout ça va très bien se passer. Et puis, on s'est rendu compte au bout de 3 ans que le monde diplômé du canoë-kayak n'était pas du tout là-dedans. Donc du coup, le paradoxe, c'est que cette prestation Lyon Canoë est géré par des gens qui ne sont pas du canoë-kayak, vous voyez ce que je veux dire, et qui ont organisé ça comme s'ils louaient des vélos, enfin un business standard. Et donc du coup, il a fallu faire accepter ce modèle dans le club, mais pour autant, on avait essayé quand même pendant 3 ans, et on a buté sur on ne trouvait pas d'encadrant. Et voilà, et donc c'est un paradoxe sur, on va dire, la formation de nos cadres. Les encourage pas à avoir un petit peu des côtés business, ou à côté de, on va dire, ce qui fait le sel de leur métier. À un moment, il faut aussi faire de la masse, il faut faire du ponctuel. Alors, on va reprendre encore 2 petites questions. Beaucoup moins fun la question. Est-ce que votre territoire dépend de VNF, des voies navigables de France? L'extension de votre activité a-t-elle nécessité une négociation sur les RPP? Alors je suis désolée, un règlement particulier de police qui gère les autorisations de navigation sur les voies navigables de France. En Ile-de-France, on a de grosses difficultés. On pense aussi que l'extension de la pratique chez nous va être bloquée par la réglementation, le RPP de VNF. Est-ce que vous avez eu à négocier? Et si oui, comment est-ce que vous y êtes pris? Donnez-nous les bonnes combines, quoi. Voilà. Si vraiment votre activité a augmenté. Je pense sincèrement que ce n'est pas une question de combine, c'est une question parfois peut-être d'interlocuteur, de prise de conscience. Nous, il est clair qu'on était, comme l'a expliqué Yves, on était dans un contexte politique qui correspondait aussi à une demande au départ. Donc ça a forcément ouvert les portes, c'est évident. Et puis on s'est très vite inscrit dans une logique de partage du fleuve. Et moi, ce que je défends toujours cet aspect-là. Effectivement, on a en face de nous des entrepreneurs qui ont des contraintes, qui doivent aussi satisfaire des clients. Ils ont des repas à servir, puisque l'Hermès, par exemple, on ne peut pas le citer, il part pile à l'horaire de notre épreuve. Donc on a aménagé en discussion, dans une réunion de concertation. Ça se passe quand même pas trop mal. Je sais qu'effectivement à Paris, la Traversaine est obligée de faire ça très tôt le matin parce qu'il y a des contraintes. Alors je crois aussi que ce n'est pas tout à fait le même nombre de fréquentations. Mais tout ça pour nous s'inscrit plutôt dans une logique de partage. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de défendre. J'espère qu'on pourra continuer. Et puis... tant mieux, parce que l'union fait la force. Donc en fait, si les gens de l'aviron, du kayak, de tout ce qui flotte sur l'eau s'unissent et ont un poids, donc un poids social, un poids économique et surtout un poids politique, forcément, c'est quand même, tout devient plus simple, puisque c'est qu'en fait une façon d'organiser un rapport de force intelligent. Voilà, donc à Lyon, on n'est pas dans le rapport de force.
On discute. Là, avec VNF, ça s'est très bien passé. Le 8 décembre, il va y avoir un moment exceptionnel qui va être fait avec le club de kayak ou une grande déambulation de nuit. Donc, on a travaillé avec la VNF, avec les pompiers sur modifier les arrêtés d'interdiction et de rendre tout ça possible. Mais on l'a fait en bonne intelligence. Mais en même temps, on a un soutien fort de la collectivité pour dire c'est important qu'il y ait l'événementiel. Et je pense qu'un des leviers de la négociation, c'est aussi de dire, sur l'espace public, la voirie, on accepte que les voiries soient bloquées, on va prendre à Lyon, par le marathon de Lyon, par le Lyon Urban Trail, par le défilé de la Biennale de la danse, tout un tas d'événements, la fête des Lumières, 4 jours. Donc, vous allez boucler la voirie, générer, on va dire, des grosses transformations de déplacements de circulation, d'horaires de transport en commun. Donc, tout ça, on l'accepte sur le sol. Et dire, aujourd'hui, moi, ce que je plaide auprès des gens qui sont dans le transport fluvial, aujourd'hui, le transport fluvial doit aussi faire de la place sur l'espace nautique, qui est un espace public, pour dire, par moment, il faut qu'il y ait des petits événements et que les choses se passent comme ça. Parce que, si vous voulez, si vous refaites l'histoire, avant d'obtenir des blocages complets d'une ville au marathon de Paris ou des choses comme ça s'est quand même pas fait tout seul. Il faut discuter avec les commerçants, il faut discuter avec les gens qui font des livraisons et tout. Donc, le cheminement qui a été fait sur l'espace public de voirie, aujourd'hui, je pense qu'il va falloir refaire ce cheminement sur le partage de l'espace nautique. Ouais, moi, c'était pas vraiment une question, mais plutôt une réflexion par rapport à ce qui était dit ce matin lors de la table ronde, où notamment Vincent, il évoquait, et puis c'était l'élu d'Angers qui disait que les clubs, ils avaient laissé passer le train, et que voilà. Donc là, en fait, on a un exemple c'est un événementiel en fait qui budgétairement, je rebondis par rapport à ce que tu disais, Marlène, va servir derrière la vie du club et les activités classiques du club. Donc, pour le coup, c'est un vrai virage, on va dire, économique sur un club qui s'adapte en fait aux contraintes actuelles de diminution des fonds publics. Là, vous êtes complètement dans le noyau dur, parce que de toute façon, les collectivités ont moins de moyens. Tout ce qu'ils peuvent, c'est vous donner l'autorisation d'organiser des manifestations pour soutenir les financements des clubs. Et si vous voulez... il y a assez longtemps, je me baladais à Essonne pour une histoire de compète de kayak, puis je voyais des beaux clubs de kayak et d'aviron dans des beaux sites urbains pas rejetés à la périphérie. En fait, le modèle économique allemand d'Essonne, c'était de dire, bon voilà, nous on fait un effort une fois, on vous met un joli club avec un clubhouse, un bar, un resto. Ça, c'est votre pompe à financement, vous n'aurez pas de subvention. On se revoit dans 3-4 ans, 3 ans. Si ça marche, vous continuez. Si ça ne marche pas, on met un autre club. Et donc, aujourd'hui, je pense que les collectivités vont plutôt inciter les associations à créer de l'événement, donc en les aidant aussi à obtenir les autorisations, parce qu'il vaut mieux vous autoriser à créer un événement pour augmenter vos ressources privées que d'essayer d'obtenir des subventions dont on sait qu'elles n'existeront plus ou en très forte diminution. Donc cet enjeu-là, il est vraiment central, hein. Juste pour confirmer, le développement de l'offre que vous avez fait envers le public, on va dire libre, ne s'est pas fait au détriment de ce que vous pouviez proposer au public licencié et compétitif. Non, clairement pas. Ça a été que du plus. On ne peut pas dire non plus que ça ait démultiplié le nombre d'adhérents, mais au lendemain même de Lyon Kayak, on a quand même des parents qui appellent pour inscrire leurs gamins, etc. Ce modèle-là de club traditionnel existe, évidemment. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Il y a l'autofinancement qui est là, évidemment. Et c'est pour ça que je parle souvent, notamment aux bénévoles. Oui, il y a l'argent, ça nous permet de développer des projets, il y a l'autofinancement. Il y a aussi cette visibilité et lisibilité de nos activités. Parce que clairement, dans Lyon Kayak, alors effectivement, on a passé la version courte pour pas trop vous embêter, mais il y a des initiations, il y a des baptêmes, il y a des scènes matérielles, il y a tout ça qui fait qu'on met quand même en contact le public, et notamment les gamins, avec l'activité. C'est quand même la base du club. Très bien, je vous remercie. On va passer tout de suite donc à la deuxième présentation. Donc, on peut les applaudir.
simple. Bonjour à tous. Donc Natacha Simala, donc je suis à la direction des sports de la ville de Lyon. Voilà, donc on souhaitait aujourd'hui vous proposer une petite présentation d'Enforma Lyon. Je vous propose, si vous souhaitez dans un premier temps, pour ceux qui ne sont pas lyonnais, d'avoir un petit contexte global du sport à Lyon. Voilà, donc le sport à Lyon, on a eu un bel exemple tout à l'heure. Donc on est situé entre le Rhône et la Saône. On a énormément de clubs pro, de clubs amateurs. On a plusieurs événements, dont la Lyon Kayak qui vous a été présenté tout à l'heure. Voilà, on a énormément d'événements, on a plein de choses, ce qui nous met dans un contexte voilà, du sport fédéral, énormément de pratiquants, beaucoup de demandes d'occupation des gymnases, de l'espace public. On est submergé de demandes. Et c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, on explose au niveau des demandes et on n'a plus de place en fait pour accueillir tous ces pratiquants. Donc on a une mutation et des pratiquants, et la ville souhaite accompagner ces pratiquants et souhaite même amener le public à pratiquer encore plus pour des raisons sanitaires, voilà, simplement parce qu'aujourd'hui le sport il est promu pour améliorer la santé. Voilà, donc nous, on a eu une commande politique de notre adjoint au sport qui nous a demandé de faire de la ville un grand terrain de jeu, un grand terrain de sport, justement pour accueillir un petit peu tout le monde. Donc plusieurs objectifs, voilà, concourir au développement du sport, dans l'objectif d'améliorer la santé publique, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la priorité avec notre élu à la santé. On souhaite également améliorer le lien intergénérationnel, c'est-à-dire que voilà, une personne senior puisse pratiquer avec sa petite fille, son petit-fils. Développer la pratique sportive en associant l'aspect culturel, parce qu'on souhaite mettre en lien les deux. Alors nous, notre adjoint au sport est aussi adjoint à la culture et aux grands événements, donc ça permet quand même de faciliter le lien. Voilà, le sport fait partie intégrante de la culture et on souhaitait lier les deux. Satisfaire la pratique individuelle, collective également, en famille, entre amis, entre collègues. Voilà, de multiplier les sortes de pratiques de manière à répondre au plus grand nombre de besoins. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pareil, voilà, on n'a plus de place dans nos équipements, ça coûte très cher, je pense que c'est pas vous qui direz le contraire, de construire un équipement. Donc on s'est dit pourquoi pas utiliser la ville et le mobilier urbain déjà existant voilà, pour pratiquer tout au long de la journée et à n'importe quel moment. Alors pour cela, on a eu énormément de partenaires, de liens qui ont été très précieux, parce que tout seul, à la ville, on peut pas organiser ce qu'on veut. Il nous faut des soutiens, il nous faut un réseau associatif, il nous faut des contacts. Donc on a eu un réseau très nombreux, notamment l'expertise de la Ligue d'athlétisme. Voilà, c'est la raison de la présence de Jérôme Villon, alors ce partenariat a été très riche, parce qu'on a pu travailler vraiment avec un soutien et une caution professionnelle. Voilà, nous on était concepteurs du projet, après on avait besoin de contenu. Voilà, donc on a des cadres qui se sont rendus disponibles pour nous conseiller au niveau des parcours qu'on allait choisir, au niveau de la conception des exercices de renforcement musculaire qu'on pouvait proposer. Voilà, donc ça c'était très important. On a eu un partenaire au niveau culturel qui est les musées Gadagne, voilà, pour avoir une caution au niveau culturel de ce qu'on allait proposer au niveau des commentaires patrimoniaux. Des partenaires financiers, très importants pour pouvoir développer notre projet, qui était AG2R La Mondiale. Et quelques petits partenaires, voilà, dont Terre de Running, qui a souhaité s'associer à nous pour développer un petit peu, nous apporter son soutien. Voilà. Alors plus précisément,
Donc l'application Informalion, c'est un concept global qui regroupe à la fois une application smartphone et des pratiques à travers la ville avec des coachs. Voilà, donc elle regroupe deux principaux points forts. Donc c'est à la fois des parcours audio guidés qui vont vous permettre de découvrir la ville, tous les arrondissements, peut-être des endroits que vous ne connaissez pas, même dans votre propre ville. Et vous allez pouvoir vous arrêter sur des endroits bien précis pour faire du renforcement musculaire. Voilà, donc on a priorisé tout ce qui était mobilier urbain déjà existant, des bancs, des petites arches pour garer son vélo. Voilà, tout est prétexte à la pratique sportive. Et quand on n'avait pas assez de matériel urbain pour pouvoir agrémenter nos parcours, on a construit des aires de fitness. Voilà, pour améliorer un petit peu le contenu. Ensuite, on a, donc, comme je vous le disais, souhaité accompagner ces petits parcours avec des informations patrimoniales. Voilà, redécouvrir sa ville. Je pratique, mais à la fois, j'ai des informations sur ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire que je peux être en train de faire des dips et puis avoir une information sur le panorama qui est en face de moi et avoir l'histoire de Fourvière. Voilà, sachant qu'à chaque fois, tout est modifiable. C'est-à-dire que si je veux faire que du renforcement musculaire, je peux choisir que l'option renforcement musculaire. Et si je veux avoir que du patrimonial, c'est possible de le faire aussi. D'avoir les deux ou d'avoir qu'un circuit de running, tout ça, c'est possible. Le fonctionnement, donc, c'est un petit peu à l'instar des applications qui existent déjà. On n'a pas été très original par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez rentrer vos caractéristiques personnelles. Voilà, pour avoir des informations sur votre pratique à la fin. Vous allez choisir le niveau de difficulté que vous voulez, c'est-à-dire à la fois vous voulez un grand parcours, mais un petit niveau de renforcement musculaire, ou à l'inverse, un tout petit circuit parce que j'ai pas trop de temps, mais par contre j'ai vraiment envie d'avoir une grosse dose de musculation aujourd'hui. Donc ça c'est possible, c'est adaptable à chacun. Et à la fois, vous pouvez inverser un sens. En fonction de vos envies, vous pouvez changer un petit peu à chaque fois. Alors, le plus de notre application, c'est que vous allez pouvoir être audio-guidé jusqu'au point le plus près de votre parcours. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en bas de chez vous, vous allez être guidé avec un GPS à l'endroit le plus proche d'une boucle qui se trouve en bas de chez vous. Voilà, donc... en plus de notre application smartphone, on a souhaité quand même pouvoir... c'est plutôt pour les personnes qui sont déjà quand même un peu aguerries pour l'application smartphone. Donc nous, ce qu'on a voulu faire un petit peu en plus, c'est faire venir tous les gens qui étaient un petit peu éloignés de la pratique sportive pour les faire devenir autonomes avec la pratique. Donc on va les chercher. On propose des parcours coachés par des coachs de la Ligue d'athlétisme qui viennent au rendez-vous. Et pour les personnes qui se sont inscrites en ligne, on leur donne des rendez-vous entre midi et 2, le samedi matin, le soir. On a un petit peu balayé les 3 créneaux pour avoir des travailleurs, peut-être des retraités, du temps de midi, du temps du soir. Et on a varié les pratiques. On accompagne les pratiquants en cardio-training et en marche nordique. Voilà, donc... Ensuite, on a proposé quand même quelques petites évolutions parce qu'on se met un petit peu aux couleurs des événements de la ville. Donc là, très prochainement, vous allez avoir des parcours sur l'application qui sont spécifiques à la Fête des Lumières. Donc en journée, vous allez avoir des parcours qui permettent aux touristes étrangers ou de toute la France de découvrir Lyon en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours. Plusieurs parcours différents. Et le soir, vous avez donc une boucle spéciale qui vous permet de naviguer dans la Fête des Lumières avec des commentaires sur les œuvres que vous allez voir. Voilà. Donc on se met un petit peu aux couleurs des événements de la ville. On a des parcours particuliers sur la semaine des gestes qui sauvent, des événements sur les 20 ans du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. On a, comme je vous disais tout à l'heure, on a développé une nouvelle option qui permet de faire la marche nordique parce qu'on s'est rendu compte que le running, c'est pas forcément accessible à tous. On avait une énorme demande en marche nordique, donc on a développé une option marche nordique. Et les exercices qui sont proposés sont spécifiques avec des bâtons. Donc c'est une nouvelle option qu'on propose. Ce que j'ai pas précisé aussi également, c'est que tous nos parcours verts, donc petit niveau, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Voilà, donc si vous choisissez l'option, vous n'avez que des passages accessibles. Une option spécifique running, donc là on est plus sur un challenge communautaire. Voilà, on organise des... Si vous mettez en mode running, vous allez être chronométré sur les parcours. Voilà, donc vous allez pouvoir défier votre collègue sur des événements particuliers qu'on organise ponctuellement 3 fois dans l'année, qu'on appelle défi perse. Par exemple, on va organiser le record du tour du parc de la Tête d'Or. Voilà, on fait des petits événements promotionnels particuliers. Voilà, pour finir, voilà, on intervient maintenant aussi dans les résidences autonomie senior. Donc on a des éducateurs territoriaux qui interviennent dans les 15 résidences autonomie et qui permettent quand même de développer un petit peu l'activité en format Lyon et de proposer à tous les secteurs une activité physique, que ce soit du petit jusqu'au senior. Voilà. Jérôme, je te laisse enchaîner. Oui, merci. Il nous paraissait effectivement intéressant de compléter cette présentation du dispositif par l'expression un petit peu du positionnement de la Ligue d'athlétisme et donc d'un acteur fédéral. Et au vu d'ailleurs des discussions qui ont eu lieu tout à l'heure ou ce matin, c'est assez intéressant d'exprimer ce positionnement parce qu'il peut presque paraître un petit peu antinomique dans le sens où là on est clairement dans le développement d'une pratique dite libre avec l'outil du numérique, avec la digitalisation et nous, acteurs fédéraux, qui plus est une ligue régionale, on est vraiment dans la dynamique nous, de développer le sport dans le cadre de clubs d'athlétisme assez traditionnels tels qu'on les connaît. Et l'athlétisme aujourd'hui est un sport qui effectivement a plus une image encore du sport de compétition tel qu'on le voit avec des belles images à la télé. Et pourtant, l'accompagnement que la ville de Lyon nous permet de faire à leur côté non seulement n'est pas du tout antinomique, mais complètement légitime et complètement en phase avec notre époque. Yves l'a tout à fait bien illustré tout à l'heure. Il faut simplement savoir que ce programme déjà, Yann Cucheral a passé cette commande, Natacha l'a bien exprimé, dans un contexte de santé publique aujourd'hui qui est extrêmement fort, extrêmement prégnant, où on sent chez les individus depuis, allez, on va dire une petite 10 ans, 15 ans, une vraie appétence à bouger, à des fins de mieux-être, à des fins de remise en forme, à des fins de santé, de prévention primaire, et non pas du tout à des fins de recherche de performance. Et tout cela dans un contexte aujourd'hui où on nous pousse de plus en plus les messages sanitaires, les messages en termes de communication, et à juste titre, puisque je rappelle simplement, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, que la sédentarité aujourd'hui est le premier facteur de mortalité évitable dans le monde. Évitable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut avoir un impact dessus si toutefois on se met à bouger un petit peu. Et l'athlétisme est un sport finalement qui est très légitime pour ça, puisque les fondamentaux de notre pratique sont quand même étroitement liés sur le développement des qualités physiques. Marcher, courir, sauter, lancer, c'est vraiment les bases même du développement psychomoteur et des qualités physiques. Donc on est tout à fait légitime pour le faire. Ceci étant, ça n'a pas été naturel pour nous. C'est-à-dire que ça a été un peu, je vais oser le terme, mais ça a été un peu révolutionnaire. C'est-à-dire que nous, ça fait 15 ans qu'on travaille ces questions-là. Mais au départ, c'était quand même assez compliqué parce qu'il a fallu comprendre, accompagner ces nouvelles formes de pratiques, ces nouvelles tendances de consommation de la pratique de l'activité physique. Aujourd'hui, on les connaît. Hein, c'est effectivement avoir des lieux de pratique proches de chez soi. S'il faut qu'on fasse 30 km pour aller s'entraîner, c'est compliqué, ou pour pratiquer. C'est le fait de pratiquer en groupe. Donc il y a cette notion de lien social qui est quand même extrêmement important. L'intégration complète, comme dans tous les pans de notre vie quotidienne, du digital, du numérique, parce qu'il y a ce côté un petit peu sympa, un petit peu communautaire, etc. Mais malgré tout, il y a quand même toujours cette volonté chez l'individu, au moment où il pratique, de sentir quand même un accompagnement qui va lui permettre de progresser. Il y a toujours cette notion de progression malgré tout individuelle par rapport à soi-même, de se sentir mieux au quotidien. C'est-à-dire que si, au moment où je démarre mon activité physique, j'ai du mal à monter 2 étages sans souffler à l'arrivée, et qu'en pratiquant, au bout de 3 semaines, 1 mois, je me sens mieux, j'ai ressenti un bénéfice sur ma santé. Et globalement, c'est cet aspect motivationnel qui fait qu'on s'inscrit dans la durée. Voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'avec la ville de Lyon, qui a parfaitement compris cela,
la commande de Yann. Et bon, évidemment, Yann est ancien sportif de haut niveau, donc ils connaissent là par cœur. Son objectif, c'était pas de sortir une application pour faire un coup de promotion, mais c'était vraiment d'être dans une logique de durabilité. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on intervient avec les coachs, qui sont donc des gens brevetés d'État, en accompagnement technique avec la ville de Lyon, en encadrement toutes les semaines, 3 fois par semaine, pour proposer effectivement aux Lyonnais les bons gestes, les bons réflexes, comment est-ce qu'on peut, et pour les emmener ensuite vers une pratique la plus autonome possible. Nous, notre créneau, c'est vraiment ça, c'est-à-dire notre slogan à la Ligue sur la thématique du sport santé, c'est « Devenez acteur de votre propre forme ». On n'a pas vocation à faire à la place d'eux, mais on a vraiment vocation à accompagner. Et en ce sens, on remplit complètement notre mission de service public, puisqu'on est, encore une fois, une structure fédérale qui dépend d'un agrément ministériel, et donc nous sommes reconnus d'utilité publique, et nous remplissons notre mission de service public à ce titre-là. Simplement pour terminer, j'exprimerai le fait que pour nous, ce dispositif-là est extrêmement précieux, extrêmement important. En tout cas, ça présente beaucoup d'intérêt pour nous. Le premier étant de casser un petit peu les codes de l'athlète traditionnel et de nous positionner différemment, puisque ça fait 15 ans qu'on travaille ces questions-là. Aujourd'hui, on intervient dans l'entreprise, on intervient auprès de seniors, on intervient auprès de jeunes sur des questions d'éducation à la santé par l'activité physique. Mais on n'est pas encore, évidemment, repéré complètement en tant que tel. Donc ça, le positionnement est important. Sur un plan financier, ce n'est pas inintéressant, évidemment, puisqu'on a un partenariat assez fort avec la ville de Lyon qui nous permet, nous, de faire vivre les clubs locaux, puisque c'est pas nous, moi, j'ai pas de coach en propre à la Ligue, hein, ce sont les coachs des clubs locaux qui interviennent, donc ça permet de développer, c'est un moyen aussi de développer le club local, en tout cas de l'aider à son développement. Et puis, c'est aussi une vraie manière pour nous de nous inscrire complètement dans les territoires, puisque les territoires sont en constante évolution et qu'on essaye, alors la ville de Lyon, on n'a pas commencé par la plus petite, hein, des collectivités évidemment, mais on essaye d'avoir une vraie réponse un petit peu identique sur les villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les métropoles, sur d'autres territoires, qu'ils soient urbains ou pas d'ailleurs, pour emmener et essayer de créer des conditions de partenariat assez forts entre une collectivité territoriale et un acteur sportif associatif, ce qui reste encore assez original, mais qui, à mon sens, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi, Yves, ou non, c'est plutôt madame plutôt qui a dit effectivement que les modèles sont complètement en train de changer et que le club tel qu'on le connaît, il existe encore évidemment, et il existera toujours. Nous, on a 220 clubs d'athlétisme dans la région, mais le développement de l'athlète traditionnel et le développement de l'athlète santé, on va dire, sont très complémentaires. Voilà, juste un chiffre pour terminer. Le fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance, je n'ai pas regardé, je vous avouerai, mais je pense qu'on n'a pas, dans tous les gens qu'on encadre, il n'y en a pas un qui a dû prendre une licence dans un club, ou si c'est le cas, c'est peut-être à la marge. Mais en attendant, nous, on continue malgré tout de faire progresser nos contingents de licenciés. On est passé en 10 ans de 25 000 licenciés à 32 000, 31 000 et quelques, sur l'ensemble de la région. Ce qui prouve bien que les deux activités ne sont pas antinomiques. Et là, on est complètement à notre place sur ce terrain-là. Merci. Très bien, merci Jérôme. Alors, il y a pas mal de questions. On avait une petite vidéo, sinon, pour vous illustrer l'application. Donc, je vous propose de conserver dans un coin de votre tête votre question, le temps de la projeter, et on reprend après. Bonjour, une question pour chacun d'entre vous. Pour la ville, combien d'inscrits aujourd'hui en format Lyon, ou combien de parcours réalisés chaque semaine ou chaque mois? Je ne sais pas votre fréquence. On est à 35 000 téléchargements de l'application. Alors on ne peut pas comparer ça à Runtastic ou à Strava, étant donné que c'est national. Nous, on est vraiment sur la ville. Donc c'est quand même plutôt un très très bon nombre de téléchargements. Après, au niveau de la pratique, on est environ à 90 000 km parcourus en 3 ans. Voilà, donc ce qui est quand même assez conséquent. Après, au niveau des parcours coachés, on est quasiment plein sur chaque parcours maintenant. Alors, au début, c'était un petit peu poussif, hein, parce que c'était quelque chose qui n'était pas connu. Et maintenant, on est en marche nordique des fois à 20 personnes. Voilà, après la période d'hiver un petit peu moins, mais entre 10 et 20 personnes par parcours. Voilà. Ok, et pour la Ligue,
Est-ce qu'au lancement de ce projet, vous avez eu des résistances en interne, notamment de la part de vos élus? Non, aucune résistance. Alors déjà parce que ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 15 ans qu'on travaille déjà ces questions-là. Au début, oui, il y a 15 ans, c'était pas tant des résistances d'ailleurs que des questionnements sur est-ce que c'est à nous de le faire. On était dans cette dynamique de dire on manque de bénévoles, on manque de... C'est pas pour aller, du coup, on a déjà du mal à s'occuper de nos benjamins minimes cadets, c'est pas pour aller s'occuper de monsieur et madame tout le monde. Mais ce qui a déclenché l'action avec la ville de Lyon, en tout cas le partenariat qui est extrêmement fort, parce qu'il y a en format Lyon, mais il y a plein d'autres choses autour, c'est qu'il y a 5 ans, 2014, où la Ligue a organisé les championnats du monde d'athlétisme pour les athlètes vétérans, qui était un événement monstrueux avec plus de 10 000 athlètes qui venaient du monde entier. Et on a présenté à l'époque cet événement à Yann Cucherin et à ses équipes, certes comme un championnat du monde, avec des titres à se distribuer, à se décerner au bout, mais surtout comme un formidable exemple de ce que peut produire l'activité physique si tant est qu'elle soit pratiquée de manière régulière et de manière durable tout au long de la vie, jusqu'à encore à 98 ans, parce que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit du Brésilien qui a couru le 100 mètres en 19 secondes, en partant en starting block en plus. 98 ans. 19 secondes au 100 mètres, faut y aller quand même, 98 ans. Et ça prêtait au début, quand on a dit qu'on organisait cet événement, tout le monde a un peu rigolé, mais quand on les a vus à l'œuvre, les gens rigolaient nettement moins. Et ça a été le point de départ. C'est-à-dire Yann a compris, il l'avait déjà compris bien avant, mais que globalement, ce qu'on pouvait faire avec ces dispositifs. Et du coup, nos élus ont été, et puis c'est la ville de Lyon, donc quand même... on aurait fait la fine bouche quand même si on avait montré quelques résistances à aller sur ce partenariat. Le dispositif repose, semble-t-il, sur un partenaire privé, sur un prestataire privé, puisque ce prestataire privé commercialise aujourd'hui cette application sur d'autres territoires. Quel a été le coût aujourd'hui pour l'ensemble des partenaires? Parce que me semble-t-il qu'à Lyon, il y a eu des cofinancements, mais quel est le coût aujourd'hui de cette opération par rapport aussi à l'impact de l'utilisation? Et quelle est la position de la ville de Lyon par rapport aux gens qui n'ont pas accès à ces connexions? Moi, je viens régulièrement à titre personnel sur Lyon. Donc la réponse m'intéresse d'autant plus pour la pratique de la course à pied et pour jalonner des parcours quand on n'est pas utilisateur ou quand on n'a pas à disposition les outils qui permettent aujourd'hui de se connecter, puisque toute la population n'a pas forcément les moyens de pouvoir bénéficier de ces infrastructures. Alors pour répondre à la première question au niveau du financement, donc nous on a un mécène, donc AG2R La Mondiale, qui nous permet de financer un certain nombre de choses. Ce qui coûte le plus cher, je dirais, c'est même pas forcément d'augmenter le nombre de parcours, de choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont encore pas très très chères. C'est quand on va vouloir agrémenter d'aires de fitness, là, tout de suite, ça va augmenter le budget. Et après, le premier investissement dans l'application, nous, on était obligé de prendre une start-up qui nous a développé l'application. Donc voilà, c'était un premier investissement. Et après, tout ce qui est évolution, c'est plutôt à la marge, en fait. Voilà, donc le premier investissement, voilà, il faut compter presque 50 000 €. Mais finalement, qu'est-ce que c'est au regard de la construction d'un gymnase? Voilà, finalement, c'est pas grand-chose. Après, pour le sport, comme on le disait, toutes les personnes qui ne sont pas connectées ou qui ne souhaitent pas être connectées, parce qu'on en a, c'est pour ça qu'on a proposé des parcours coachés. On donne des rendez-vous. Alors oui, il faut s'inscrire en ligne. Par contre, il faut aller sur Internet, s'inscrire en ligne. Et par contre, on a des rendez-vous. On se fixe des rendez-vous, comme vous le voyez, le samedi matin, le mardi soir, le mardi midi. Et ça permet de pratiquer sans smartphone. Ouais, moi j'aimerais savoir si les collectifs de pratiquants autonomes qui existent sur Lyon, notamment sur Facebook, si petit 1, ils ont été partie prenante dans la démarche aux côtés de la Ligue, et si petit 2, vous constatez des usages de leur part pour faire l'équivalent de ce que vous organisez avec les parcours coachés, quoi. Est-ce qu'ils se saisissent de l'appli pour emmener 10, 20, 30, 100 personnes sur les parcours? Alors,
Nous, on leur a exposé notre projet, on leur a présenté. Alors, c'est une application qui est 100% gratuite, hein, donc on leur a dit qu'ils pouvaient s'en servir. C'était à leur disposition. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de ne pas archiver les données personnelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui pratique, à quel endroit, à quelle heure, voilà, pour des raisons au niveau de la RGPD principalement. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut juste savoir les personnes qui ont téléchargé l'appli, savoir le profil qu'elles ont. Donc nous, on a pu voir que c'est surtout aller à 55% des femmes qui ont entre 30 et 40 ans, la majorité. Voilà. Après, savoir qui l'utilise vraiment. Voilà. Nous, on a des informations au niveau téléchargement, mais pas au niveau de la pratique, parce qu'on s'est refusé justement d'archiver ces données. Voilà. Oui. C'était une question pour l'athlétisme. Par rapport vous disiez qu'il y avait une grosse différence, un gros écart entre l'encadrement du haut niveau et puis le sport santé. Comment vous avez amené les cadres vers le sport santé? Parce que je sais. Bonne question. En fait, ce ne sont pas les mêmes. Quand on a initié la politique de sport santé il y a une quinzaine d'années, la Fédération française a créé un profil spécifique qu'on a appelé les coachs athlètes santé, et qui ne sont pas forcément, alors dans le tas on en a quelques-uns évidemment, mais qui ne sont pas forcément les coachs traditionnels qui encadrent l'athlétisme de compétition et à plus forte raison de haut niveau. Mais globalement, le coach athlète santé est dans 100% des cas un entraîneur d'athlétisme quand même à la base. Un coach qui souhaitait majoritairement plutôt jeune, qui souhaitait faire de sa pratique son métier. L'économie des clubs d'athlétisme à l'époque étant ce qu'elle est, on n'était pas ni dans le tennis ni dans le foot, donc il y avait un taux de professionnalisation extrêmement faible. Nous, on est un sport où encore beaucoup d'athlètes de haut niveau sont coachés par des cadres d'État. Hein, et les plus grands athlètes aujourd'hui, Renaud Lavilloni par exemple, avec qui on était encore hier, est coaché par Philippe Dancos, qui est un cadre d'État. Mais il y a très peu de coachs qui sont professionnels et qui vivent de cette pratique. Donc l'avènement du sport santé et la construction par la fédération de ce dispositif coach athlète santé a permis à pas mal de coachs finalement de vivre de leur métier. Et donc ça n'a pas été si compliqué que ça à nous. Très rapidement, on en a eu, sur les premières années, on a été assez proactifs, on leur a payé les formations, on a incité les clubs à y aller. Donc on en a rapidement eu une vingtaine qui rayonnaient sur l'ensemble du territoire. Avant, c'était Rhône-Alpes, que Rhône-Alpes. Mais ça a été assez simple finalement. Et les deux cohabitent très très bien aujourd'hui. C'est-à-dire que je donne souvent l'exemple du club d'Aix-les-Bains, qui pour moi est le plus bel exemple qu'on puisse trouver à la réponse, enfin plutôt à la question qu'on nous posait en disant mais on va vendre notre âme, quoi, on va devenir le gymnase club, quoi, le club Med. Et Aix-les-Bains, qui est quand même pas réputé pour être un club de touristes, hein, il y a quand même le club de Christophe Lemaitre, il n'y a pas si longtemps que ça, 3 relayeurs du 4x100 mètres français étaient issus de l'AS Aix-les-Bains. Aujourd'hui, c'est un club qui est passé en 10 ans de 500 adhérents à plus de 1000. Dont 350 qui pratiquent de la marche nordique et de la remise en forme. Et ça a en plus un côté hyper vertueux qu'on retrouve à mon sens dans très peu de sports, c'est que au moment des entraînements, les gens qui viennent faire de la marche nordique avec le coach athlète santé s'entraînent des fois sur l'hippodrome en même temps que Christophe Lemaitre. Et ça, quel autre sport peut permettre pour le sportif, le pratiquant lambda, d'approcher un médaillé olympique, multi-médaillé au niveau continental? Pas beaucoup. Donc ça, c'est aussi ce qui fait notre force aujourd'hui dans le développement des clubs d'athlétisme. Une question concernant le développement de ce type de projet dans d'autres territoires que des grandes villes comme Lyon. Tout à l'heure, tu en parlais, il y avait des projets de développement dans d'autres villes, mais aussi territoires a priori pas que hyper urbains. Donc je voudrais avoir des précisions là-dessus. Oui, l'expérience qu'on a eue avec la ville de Lyon, au-delà du fait que, encore une fois, c'est extrêmement important pour nous parce que c'est la ville de Lyon, on est très visible. Il y a surtout un élément, moi, que j'ai trouvé très intéressant, c'est le lien qu'on entretient avec le club local. C'est-à-dire, ça permet, par l'intermédiaire de la ligue, qui est un peu plus armée pour aller discuter avec des collectivités, monter des partenariats un peu cossus, finalement de faire retomber sur le club local une partie de ce développement. Et aujourd'hui, encore une fois, dans un moment
où le mouvement sportif associatif est quand même, je ne veux pas dire attaqué, mais globalement où on nous demande d'évoluer à vitesse grand V alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. Il faut être très clair. On a quand même des systèmes de gouvernance aujourd'hui qui ont du mal à absorber ces changements extrêmement puissants. Nous, on a un rôle à jouer. Des têtes de réseau comme les ligues régionales ont un rôle à jouer là-dessus. Et donc l'idée, c'est que nous, on a créé une application qui s'appelle Form City, dont l'objectif est de développer des parcours de forme connectée et de le proposer à des collectivités qui n'ont pas la puissance ni même la clairvoyance de la ville de Lyon de créer leur propre application. Et on le fait là où il y a des clubs qui sont moteurs, qui se développent. Et l'objectif étant de créer peut-être 1 ou 2 parcours, de l'intégrer dans une application et d'aller sur une démarche vertueuse d'encadrement de la population par le club local, par le coach athlète santé local. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'aider aussi au développement économique des clubs qui en ont bien besoin. Justement, dans cette continuité, quelle est l'articulation? Est-ce qu'il y a une articulation possible entre notamment le développement du label Univers Trail par la Fédé et ce type d'offre? On a vu un des premiers là, du Grand Besançon qui a été labellisé. Est-ce qu'on pourrait imaginer des parcours urbains qui seraient à la fois en parcours permanent labellisé et à la fois proposés par une application de ce type? Oui, complètement. C'est-à-dire que le trail aujourd'hui, dans sa version urbaine, est une pratique qui s'est développée extrêmement puissamment. C'est-à-dire Lyon a été un peu précurseur, encore une fois, avec le Lyon Urban Trail et nos camarades de Dijkstra qui ont développé cet événement. Mais rien que dans la région, il y en a déjà beaucoup. À Aix-les-Bains, j'en parlais, il y a un Urban Trail. Saint-Étienne, il y a un Urban Trail qui fonctionne plutôt bien. Voilà, il y en a plusieurs. Mais mes homologues et amis de la Ligue des Hauts-de-France, je pense qu'ils doivent en organiser à peu près 2 par semaine. Donc oui, bien sûr que c'est une pratique qui se développe beaucoup et elle gagnerait effectivement à pouvoir matérialiser ces parcours. Et en plus, ça présente un intérêt pour le trail. C'est-à-dire que les parcours de trail, par définition, sont des parcours assez techniques. C'est ce qui fait la différence du trail par rapport à une course sur route, on va dire. Et ça peut être intéressant à la fois de valoriser le patrimoine, mais aussi à la fois de valoriser les côtés un petit peu techniques du parcours pour que les gens puissent le repérer, puissent s'entraîner dessus. C'est un vecteur de développement touristique aussi, parce que les grands événements, et c'est certainement pas mes amis du kayak qui vont me contredire, attirent aussi des gens de l'extérieur. Donc c'est aussi un levier de développement touristique. Donc oui, c'est complètement envisageable et souhaitable même qu'on élargisse sur le trail et sur les autres formes de pratique. Willy Joly, donc Besançon, ça tombe bien sur les parcours de trail. Moi, j'avais une question sur justement tous ces pratiquants libres hein, qui finalement dans les clubs ne sont peut-être pas captés. Nous, on a des difficultés avec le club d'athlétisme, qu'ils aillent animer ces parcours permanents de trail, qu'ils fassent de l'encadrement pour récupérer, pour accompagner, pas récupérer, mais accompagner ces pratiquants. Et c'est des pratiquants qui finalement sont aussi les bénévoles des grands événements. Ils s'inscrivent dans les grands événements, ils participent aux événements et au-delà de l'encadrement peut-être régulier, l'événementiel sportif de demain doit pouvoir continuer à s'appuyer sur les clubs et sur les bénévoles qui peuvent venir de ces ressources-là. Oui, très clairement. À Lyon, on a quand même l'exemple assez fameux du marathon. Hein, c'est-à-dire que le marathon de Lyon, qui est quand même organisé par ce qui se fait de mieux en termes de marketing sportif aujourd'hui en France, qui est ASO, s'il ne s'associe pas au club des 3 AL, donc un club exclusivement de running, mais qui est un club affilié à la FFA, bah, le marathon, il ne tombe pas, quoi. Impossible. Donc, et j'allais dire, alors, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire sur recruter des bénévoles, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais recruter des bénévoles sur un événementiel, j'allais presque dire, c'est le moins compliqué. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à en trouver. Sur un événement ponctuel, on arrive à en trouver. Là où on est le plus en difficulté, c'est pour arriver à régénérer nos ressources en bénévoles sur du long terme, c'est-à-dire sur l'encadrement des clubs, faire fonctionner les clubs toute l'année, avec des tâches qui sont des fois parfois ingrates, hein, les compétitions qu'on tous les week-ends, il faut faire tourner la buvette, il faut s'occuper des petits, il faut répondre aux nouvelles sollicitations des parents qui des fois sont un peu particulières. Voilà, donc, et là, c'est sur cette dynamique-là de bénévolat qu'on a extrêmement de difficultés aujourd'hui. C'est un autre sujet. Mais effectivement, ça, je vous rejoins, ça nous oblige à ne pas rater ces ouvertures qui nous sont proposées par des partenaires, par les collectivités locales, etc. Et on se doit d'y aller. Sinon, on va
ça va mal tourner. Eh bien, je continue à passer le micro. Par contre, pour qu'on vous voit plus facilement, et j'imagine que c'est pour les caméras, je vous invite à vous lever quand vous posez une question. Donc Claude Pourchet, directeur des sports, loisirs, événements à la métropole du Grand Nancy. Je vais être un tout petit peu provocateur sur ce coup, mais volontairement. On a l'impression qu'on est au pays des bisounours sur la pratique du sport populaire face à une fédération qui vise aussi l'élite à la veille de Tokyo, dans la perspective de 2024. Quelle passerelle vous faites aujourd'hui vers cette notion de performance aussi, qui est l'un des cœurs de votre métier, sinon le cœur de votre métier, à l'aube, au moment où tout le monde s'interroge sur ce qu'on va faire à Tokyo, et à 5 ans d'accueillir l'événement planétaire après 100 ans sur notre territoire. C'est volontairement provocateur. Hein, mais... Non, c'est une bonne question. Mais alors, je me garderai bien de parler au nom du COJO Paris 2024. J'ai déjà parlé de ce qu'on connaît nous, mais globalement, pour nous, l'ouverture vers la pratique libre ou sport santé, on appellera ça comme on veut, pour nous, elle a été salvatrice. C'est-à-dire que si on n'était pas allé là, aujourd'hui, on serait mort, clairement. C'est-à-dire qu'on est dans un système aujourd'hui où historiquement, les modes de financement de nos clubs, enfin en tout cas d'une structure comme une ligue comme la nôtre, c'était 50% qui provenaient des produits des licences, c'est-à-dire sur la part qui reste à la ligue, et 50% qui provenaient des subventions, donc essentiellement région et État au travers du CNDS. Nous, il y a 15 ans, on a commencé à sentir que les choses allaient peut-être pas forcément dans le bon sens. On ne peut pas continuellement ponctionner sur les licenciés, sur le pratiquant, parce qu'à un moment, ça a aussi sa limite. Les collectivités territoriales, on voit bien l'état aujourd'hui de nos finances publiques, et c'est logique à un moment d'être aussi dans des logiques d'optimisation. Donc c'était aussi à nous de nous discipliner par rapport à ça. Et le fait d'avoir réussi à développer un autre modèle. Aujourd'hui, la Ligue d'athlétisme, on intervient pour le compte de collectivités territoriales, on intervient pour des entreprises sur des logiques de qualité de vie au travail. On a créé une agence de voyage, donc on est une agence de tourisme sportif intégré qui nous permet de développer des offres de tourisme un peu partout dans le monde autour de grands événements ou faire de la marche nordique, etc. Et ça a été à la fois, comme je disais tout à l'heure, un repositionnement total qui nous a complètement ouvert vis-à-vis de nos partenaires, aussi institutionnels mais aussi privés. Aujourd'hui, le modèle économique de la Ligue, on est passé donc de 50% de subventions, 50% de licences, à 40% de droits marketing, 30% de licences et 30% de subventions. Et ce qui fait qu'on a pu accompagner l'évolution aussi du haut niveau, puisqu'en 2004, aux Jeux d'Athènes, on avait 2 athlètes de la Ligue qualifiés aux Jeux Olympiques. Sur les derniers à Rio, ils étaient 11. Et avec un nombre d'athlètes qui est présent sur les listes ministérielles, qui ne fait qu'augmenter. Alors là, ça commence à nous poser quelques petits problèmes budgétaires quand même, mais tant mieux, ça veut dire que c'est très dynamique. Et on est arrivé à accompagner économiquement cette évolution-là. Voilà. Est-ce que ça suffira après pour les grandes échéances internationales qui arrivent l'année prochaine et dans 5 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, la passerelle, elle se fait là. Elle se fait là. Par contre, c'est pas qu'une question financière non plus. C'est-à-dire, ça nous a permis mais c'est aussi et surtout, finalement, on ne fait que remplir, on ne fait que développer ce qui était dicté dans nos statuts. C'est-à-dire, nos statuts ont toujours été clairs. Le premier article de nos statuts, c'est le développement de l'athlétisme sous toutes ses formes et pour tous les publics sur un territoire géographique donné. Voilà. Et on avait eu tendance un peu à l'oublier, puisqu'effectivement, pendant des années, on ne s'est occupé que des personnes qui étaient en capacité de produire de la performance en athlétisme, c'est-à-dire une partie très petite de la population finalement. Donc on ne fait que remplir nos missions. La question était très, très bonne. Je suis en face, je ne me lève pas. Est-ce que vous arrivez à faire sortir les personnes justement en pleine nature, avec un afflux de personnes qui viennent pratiquer en ville? Je compare par rapport à l'escalade, parce qu'on a beaucoup de personnes, moi je pratique principalement l'escalade, mais on a beaucoup de personnes qui pratiquent en salle et qui ne vont pas forcément en falaise. Donc est-ce qu'en athlée, vous arrivez à faire la passerelle, et est-ce que vous emmenez aussi de plus en plus de personnes en pleine nature? Oui. Alors, pour une raison extrêmement simple, c'est que nous, on reste un sport quand même outdoor, qui se pratique dehors toute l'année, malgré tout. Alors, il y a une raison simple à ça, c'est que pendant des années et des années, on n'a pas eu non plus d'infrastructure.
qui nous permettait de nous entraîner à l'intérieur. Donc aujourd'hui, voilà. Mais donc le fait d'être tout le temps constamment dehors a fait qu'à un moment, et notamment sur les disciplines, alors il y a des disciplines pour lesquelles c'est pas possible évidemment, mais sur les disciplines de demi-fond, de fond, bien souvent tourner autour d'une piste, c'est un peu rébarbatif. Donc oui, de plus en plus, il y a cette volonté. Puis avec l'émergence du trail aujourd'hui, nous on a quand même un terrain de jeu dans la région qui s'y prête pas mal. Avec les Alpes ou même l'autre côté en Auvergne. Donc il y a de plus en plus effectivement, alors soit de manière encadrée dans le cadre fédéral, soit de manière libre, mais finalement il y a toujours un lien qui se crée quand même, on n'est jamais vraiment bien loin puisqu'il y a toujours soit par de la formation, soit par du coaching, il y a quand même des liens qui de plus en plus se font entre ces deux pratiques et oui, de plus en plus on emmène à l'extérieur. Non, je ne pourrais pas vous dire. Oui, donc on va prendre encore 2 questions. La dernière sera pour Francis. Oui, juste une question. Vous parlez d'un changement de paradigme. Quel a été, ou quels ont été les acteurs en fait de cette transmutation? Est-ce que ça a été des bénévoles de la Ligue? Est-ce que ça a été en fait des personnes que vous avez recrutées spécifiquement pour ça? Les deux. Les deux. Donc effectivement, la première démarche a été celle du président de la Ligue, qui a été donc élu en 2004. Et qui lui est arrivé avec cette vision-là un petit peu novatrice. Et il a effectivement embauché des personnes spécifiques, dont moi. Mais on avait assez vite compris, on voyait bien la manière dont les choses évoluaient. C'est-à-dire nous, on était un sport qui avait tendance à perdre des licenciés à cette époque-là, parce qu'on avait de moins en moins le lien avec l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'athlètes, notamment de ma génération, et moi le premier, qui ont commencé l'athlé par l'école. Parce que l'athlé, c'est pas un sport où on vient naturellement, l'athlé. Enfin, c'est pas un jeu. Moi, je me rappelle toujours mon premier entraîneur qui m'a dit on joue pas à l'athlé. On va jouer au foot, on va jouer au volley, on joue au rugby, mais on joue pas à l'athlé. Comme on joue pas à la natation et comme on joue pas au vélo. L'école était le premier lien. On a beaucoup d'encadrants dans nos clubs qui étaient, je dis qui étaient parce que maintenant ils sont en retraite, des professeurs d'EPS. On a perdu ce lien-là. Et donc à cette époque-là, on avait de moins en moins de licenciés, on n'avait pas de partenaires privés, des collectivités territoriales qui nous suivaient, notamment la région, parce que j'allais dire la filiation était assez naturelle. Mais voilà, donc il y a eu cette prise de conscience du président qui a entraîné avec lui son comité directeur derrière. C'était pas facile, il a bien fallu 3-4 ans, une Olympiade, quoi, globalement, on mesure à peu près ça. Nous, on a construit sur 8 ans, c'est-à-dire une première Olympiade pour faire prendre conscience. Et puis commencer à changer vraiment le paradigme, parce que on ne peut pas passer comme ça d'un coup de cuillère à peau à un système très organisé sur la compétition, où on organisait notre championnat régional, on faisait les formations, etc., d'un système où on s'ouvre complètement vers d'autres formes de pratiques. Il a fallu du temps. Donc 4 ans pour sensibiliser, commencer à développer, et les 4 années qui ont suivi pour vraiment asseoir ce développement-là et faire en sorte qu'on en soit là où on en est aujourd'hui. Mais tout reste très fragile quand même. Il faut vraiment se bagarrer tout le temps pour ne pas perdre les acquis. Je crois que je pose la dernière question, et ça reste à chacun d'entre vous. Vous avez fait preuve d'une certaine clairvoyance, on va dire, dans la façon dont vous avez mené vos projets. Et est-ce que vous avez la possibilité de partager avec le public le prochain coup que vous êtes prêt à jouer? Quel est le sentiment que vous avez sur le prochain petit pas à faire pour continuer dans la voie que vous avez commencé à emprunter? Donc j'imagine qu'il peut y avoir 4 réponses différentes, mais l'idée c'est plus de sentir vos sensibilités. Alors nous en fait, il y a le prochain coup, je ne sais pas s'il y a un prochain coup, si prochain coup il doit y avoir, c'est vraiment dans comment dire, le développement dans la continuité, quoi. C'est-à-dire qu'on a malgré tout réussi à changer complètement le modèle de la Ligue aujourd'hui. Donc à la Ligue, on est 11 collaborateurs, il y en a 4 qui s'occupent de développement, de marketing. Donc de gérer des partenaires privés, de gérer une vraie stratégie marketing différenciée et différenciante, où, comme je disais tout à l'heure, on intervient aussi bien auprès d'entreprises, sur des systèmes de qualité de vie au travail, on est en conseil auprès de collectivités territoriales, on fait du tourisme sportif, on fait beaucoup de choses. On n'oublie évidemment pas le côté compétitif. Là aussi, on essaye de trouver des nouvelles formes de développement, mais c'est vraiment parce que ça peut paraître simple, en tout cas dans le discours, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Là, on sent bien qu'on arrive à
à la limite quand même d'un système qu'il nous faut consolider, parce qu'on sent un décalage. Et je rejoins monsieur, on ne va pas faire de l'angélisme tout le long de l'après-midi. On ressent un décalage quand même qui peut exister entre le système de gouvernance, qui est mené par des élus, des bénévoles, qui bien souvent sont des bénévoles, et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais qui sont là depuis très longtemps, donc qui ont connu le monde d'avant, et qui ne perçoivent pas, qui n'arrivent pas à percevoir, et c'est bien logique parce que ça va tellement vite, et les équipes dessous de salariés qui, elles, font fonctionner au quotidien. Et donc là, on a un besoin de consolider ça, d'autant qu'on est un sport où c'est pas hyper naturel, on est un sport où on est encore très empreint d'amateurisme. Le professionnalisme chez nous, ça n'existe pas. Hein. Juste un exemple, Christophe Lemaitre, que vous connaissez tous, qui est l'athlète le plus médaillé au titre au niveau européen, médaillé olympique, médaillé mondial. Aujourd'hui, son coach, il est professionnel que parce que la fédération, la ligue et le club met un peu d'argent au pot pour lui permettre de le professionnaliser. Et sinon, ça ne marche pas. Christophe Lemaitre. Voilà. Donc il y a encore un peu de chemin à faire. Yves, Joël, Natacha, est-ce que vous avez un complément? Alors nous, je dirais que on souhaite, aujourd'hui on touche tous les arrondissements avec nos parcours, on en a 24, d'ailleurs je réponds à la question que j'avais pas répondu tout à l'heure, on a 24 parcours qui sont développés. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, nous, c'est interconnecter tous les parcours entre eux, c'est-à-dire qu'une fois que je suis passée dans le 6e, si j'ai envie de continuer, je vais continuer dans le 3e, et puis après dans le 8e. Voilà. Interconnecter les parcours entre eux de manière à ce que tout le territoire soit maillé. Éventuellement faire une grande boucle qui fasse complètement le tour de Lyon, et ensuite de faire perdurer cette appli et surtout de s'adapter à toutes les demandes qu'on peut avoir, c'est-à-dire soit aux demandes des personnes qui souhaitent bouger entre midi et 2, donc développer les temps de midi en fonction des demandes. Si on a plus de demandes sur le cardio training, augmenter des créneaux sur le cardio training. Voilà, nous, le but, c'est vraiment de s'adapter maintenant, une fois qu'on a lancé ça, à s'adapter à toutes les demandes qu'on peut avoir. Et voilà, une application, le point positif de faire du sport avec cette application, c'est que nous, l'appli, on peut la faire changer dès qu'on le souhaite. C'est-à-dire que si j'ai envie de changer un parcours, c'est pas ancré dans le sol, donc j'ai pas besoin de faire de travaux, j'ai pas besoin de faire de signalétique. Voilà, il suffit que je change 2-3 paramètres dans le paramétrage et je peux changer de parcours. Donc nous, on fait évoluer aux demandes, et le but c'est vraiment ça, c'est de coller notre appli aux demandes des citoyens lyonnais. Voilà, et je pense que si on arrive déjà à faire ça, on sera déjà bon en fait. Juste nous, comme on le disait tout à l'heure sur la dernière slide, c'est à la fois de boucler la boucle en proposant à la fédération notamment de décliner l'événement sur d'autres territoires, parce qu'on pense que ça peut effectivement participer au développement. C'est aussi boucler la boucle avec la fédération dans la mesure où on propose à nos participants qui n'ont pas d'assurance, on leur propose un titre fédéral, un vrai titre, notamment les pagaies blanches qui ont été mises en place par la fédération. Donc voilà, c'est une manière de boucler la boucle et puis de renvoyer aussi l'ascenseur à la fédération sur la pratique. Et puis sinon, plus modestement, dans l'esprit de ce qu'on voudrait faire évoluer sur l'événement, il y a la dimension RSE qu'on veut amener, qu'on a commencé à aborder mais qu'on effleure. Et puis on se dit aussi très franchement qu'un événement qui n'évolue pas, qui ne propose pas des nouveaux modèles, qui ne se réinvente pas, c'est un événement qui risque de décliner. On en connaît des événements qui peuvent décliner, donc on a un peu peur de ça, donc il ne faut pas trop s'endormir. Voilà. Alors comme on est dans un réseau national, ma réflexion c'est de dire, à Lyon il y a un alignement des planètes, parce qu'il y a un contexte économique, des élus hyper motivés, un président de club qui a bien la pêche et l'envie. Après, c'est de dire, maintenant la posture, elle est aussi côté fédéral, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'une fédération, elle est complètement tournée pour le haut niveau, ou est-ce qu'elle respecte un petit peu son plan stratégique ou ses propositions de mandat, et que le développement, il est vraiment assumé avec des gens motivés, formés, performants, et que la performance ne peut pas, sur une fédération aujourd'hui, vis-à-vis des attentes, notamment de financement, être tournée que le haut niveau, et que je pense qu'il y a un plus grand potentiel aujourd'hui, enfin je parle de mon côté entreprise, à soutenir des projets, on va dire, de développement, des projets RSE, des problèmes de santé, que par moment du fléchage sur du haut niveau pur. Donc je pense que c'est aussi aux stratégies des fédérations de s'adapter. Très bien.
On va devoir s'arrêter là. Merci à tous les 4 d'avoir bien voulu vous prêter au jeu. Vous pouvez les applaudir.